Bonjour à tous. Alors, l'objectif de cette petite heure est de faire un peu d'actualité juridique. Bien entendu, je ne pourrais être exhaustive dans la mesure où il y a beaucoup de choses à dire. Simplement, avec OTF, on a ciblé un certain nombre de questions qui avaient été posées au service juridique. Parce que je rappelle pour certains, vous ne m'avez sans doute jamais vu, mais vous m'avez lu, parce que c'est moi qui signe un certain nombre de réponses juridiques. Voilà. Alors, on a ciblé un certain nombre de points, à savoir... Alors, tout d'abord, il a été décidé de faire un point sur les marchés publics, ensuite sur la fiscalité, et notamment les aspects TVA, sur les conditions générales de vente, les bureaux d'information touristique, et enfin sur la taxe de séjour. Alors, s'agissant des marchés publics, il ne vous aura pas échappé qu'en 2016, une ordonnance a été publiée, donc l'ordonnance du 23 juillet 2015, une ordonnance du 23 juillet 2015 qui a fait l'objet d'un décret d'application en 2016. Donc cette ordonnance et ce décret viennent purement et simplement abroger et remplacer le Code des marchés publics. Et l'ordonnance numéro 2005-649, donc du 6 juin 2005, qui est relative donc au marché passé par certaines personnes privées. Voilà. Donc maintenant, on a un seul groupe de textes, qui c'est donc l'ordonnance de 2015, du 23 juillet 2015, le décret du 25 mars, et il y a eu également divers arrêtés et divers avis qui ont été publiés donc en 2016 et en 2017. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est à qui s'applique cette ordonnance de 2015 ? Donc, elle s'applique aux acheteurs. Qui sont les acheteurs? Ce sont d'abord des pouvoirs adjudicateurs. Les pouvoirs adjudicateurs, ce sont des personnes morales de droit public, donc des collectivités purement et simplement, des établissements publics, industriels et commerciaux. Et il y a aussi des personnes morales de droit privé. Alors, ces personnes morales de droit privé, ce sont les personnes qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. Et alors ensuite, l'ordonnance fixe 3 conditions. L'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur. La gestion est soumise à un contrôle du pouvoir adjudicateur. Et enfin, l'administration, les organes administratifs, la direction et la surveillance sont composés de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Donc concrètement, vous avez une association qui a été créée pour une mission de service public, par exemple Office de tourisme. Donc les missions de service public d'accueil, d'information et de promotion du tourisme local. Donc ça, c'est considéré comme un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial. L'association a été financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, donc sa collectivité de tutelle. Elle est contrôlée par sa collectivité de tutelle dans la mesure où l'association doit rendre des comptes, doit régulièrement faire un rapport de son activité. Et en plus, son organe, son conseil d'administration est composé majoritairement d'élus. Là, on est en plein dedans. Voilà. Les autres pouvoirs adjudicateurs sont les organismes de droit privé qui sont dotés d'une personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. Donc là, ce sont les cas... par exemple, une association aussi qui a été créée par 2 collectivités pour gérer, je sais pas, un musée, voilà. Et donc elle a été créée à l'initiative de ces 2 collectivités. Donc là, on rentre également dans le cadre de l'ordonnance. Donc d'un côté, il y a les pouvoirs adjudicateurs, de l'autre côté, les entités adjudicatrices. Alors, les entités adjudicatrices, donc ça nous concerne un peu moins. Donc, ce sont en fait des pouvoirs adjudicateurs qui exercent des activités d'opérateurs de réseau. Donc, on vise là en fait tout ce qui est dans le domaine de l'énergie. Et puis, certains organismes de droit privé. Je ne vais pas m'étendre sur ce point-là, qui est un peu annexe par rapport à vos activités respectives.
Ce qu'il faut bien retenir, en tout cas, c'est que cette ordonnance, elle s'adresse aux personnes publiques ou privées. Donc, contrairement au Code des marchés publics qui ne visait que les personnes publiques, là, vraiment, l'ordonnance vise ces deux types de personnes. Et donc, qui rentrent dedans, ce sont les régies, les hippiques et, le cas échéant, certaines associations selon les conditions dans lesquelles elles ont été créées et les conditions dans lesquelles elles sont maîtrisées. Voilà. Donc ça, c'était le pouvoir, c'était le champ d'application organique, donc quelles personnes étaient visées. Puis maintenant, on s'intéresse au champ d'application matériel. Donc qu'est-ce qu'un marché? Un marché, donc c'est un contrat conclu à titre onéreux. Donc par exemple, une collectivité qui va accorder une subvention à une association, c'est pas un marché. Voilà, c'est un contrat qui est une subvention, c'est un contrat à titre gratuit, donc ça n'entre pas évidemment dans le champ de l'ordonnance. Et un marché qui était conclu donc à titre onéreux pour satisfaire un besoin en matière de travaux, de fournitures ou de services. L'ordonnance de 2015 s'applique également aux accords cadres. Donc là, c'est un accord qui a été conclu par un ou plusieurs acheteurs, donc une ou plusieurs personnes qui sont dans le champ de l'ordonnance, et avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant donc avec pour objet d'établir des règles relatives aux bons de commande à émettre ou pour établir des règles pour les marchés à passer ultérieurement. Voilà. Ensuite, le troisième champ d'application, ce sont les marchés de partenariat. Donc, c'est ce qu'on appelait auparavant les partenariats publics-privés. Donc, c'est un contrat qui permet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet, alors, soit la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, ou alors qui ont pour objet de financer tout ou partie de ce type de projet. Alors, l'ordonnance exclut aussi certains cas. Donc, il y a des marchés qui sont exclus tout simplement du fait de leur objet. Donc, il y a certains marchés publics de services juridiques qui sont visés par là, quand on fait appel par exemple à un notaire, puisque le notaire est un officier public et lui seul peut authentifier certains actes. Donc là, on ne va pas passer par un marché. Voilà. Il y a aussi des marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens. Et puis, bien entendu, il y a des marchés de défense ou de sécurité. Bon, il y a toute une liste qui est visée par l'ordonnance que je ne citerai pas là. J'ai ciblé un peu les marchés dont l'objet pourrait vous intéresser dans votre activité. Alors, il existe aussi des exclusions s'agissant des marchés qui sont attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée. Donc, une entreprise liée, c'est une entreprise qui travaille avec l'entité adjudicatrice. Et puis, il y a aussi des marchés attribués par une entité adjudicatrice à une co-entreprise. Alors, la co-entreprise, c'est très exactement défini par l'ordonnance. Alors, je peux vous donner la définition. C'est toujours une idée de travail en commun. Alors, une co-entreprise, en fait, c'est une... alors voilà, l'ordonnance n'est pas applicable aux marchés qui sont passés par un organisme qui est constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateurs de réseau, donc là encore qui concerne notamment les marchés de fluides, donc avec des opérateurs de réseau ou avec avec des opérateurs de réseau, excusez-moi. Voilà. Donc là, pareil, je ne pense pas que ça, je n'ai pas développé ce point-là parce que je ne pense pas que ça vous concerne particulièrement. Voilà. Et il y a un autre cas, par contre, je crois que j'ai déjà eu des questions sur ce sujet, qui concerne la coopération entre pouvoirs adjudicateurs. Donc c'est le fameux article 18 de l'ordonnance.
où il est possible en fait pour des entreprises, des entités adjudicatrices ou des pouvoirs adjudicateurs, enfin autour des pouvoirs adjudicateurs, excusez-moi, de conclure un partenariat pour mener un projet d'intérêt général en vue d'atteindre un objectif commun. Et il faut que la condition, encore une fois, pour que ça soit exclu du champ d'application de l'ordonnance, donc pour qu'on n'ait pas obligation de passer un marché, c'est que les pouvoirs adjudicateurs réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20% des activités concernées par cette coopération. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est deux offices HLM. Donc, les offices HLM, ce sont des pouvoirs adjudicateurs qui vont conclure un contrat pour que l'un apporte sa capacité à faire de la commercialisation et puis l'autre apporte sa capacité de gestion financière. Voilà. Donc ça, c'est un contrat purement et simplement de partenariat. Il n'y a pas de véritablement de rémunération entre eux. C'est un simple échange de bons procédés. Et donc là, évidemment, on n'entre pas dans le champ de l'ordonnance. Alors, l'exclusion aussi que vous connaissez sans doute, c'est la quasi-régie, ce qu'on appelle le in-house. Donc, on n'entre pas, encore une fois, dans le champ de l'ordonnance, donc pas d'obligation de passer de marché public avec les règles de concurrence, etc. La quasi-régie, l'ordonnance pose 3 conditions pour qu'on rentre dans le cadre de la quasi-régie. Alors, la première condition, c'est le pouvoir adjudicateur exerce sur son contractant un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Donc un contrôle analogue, ça signifie qu'il exerce directement ou indirectement une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée, donc du potentiel candidat, le cas échéant donc avec d'autres pouvoirs adjudicateurs. Voilà. Donc cette idée de contrôle analogue qu'il faut retenir, avec vraiment, pour qu'on soit dans le cadre de la quasi-régie, il faut que le pouvoir adjudicateur ait un pouvoir important et maîtrise vraiment les objectifs stratégiques. C'est-à-dire que le simple fait d'être membre d'une association ne signifie pas que l'association est maîtrisée par la collectivité. Non. C'est vraiment cette idée de contrôle. Ensuite, la deuxième condition, je précise que ces 3 conditions sont cumulatives. Donc la deuxième condition, c'est que le pouvoir adjudicateur exerce plus de 80%, le concontractant, pardon, exerce plus de 80% de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur. Donc il faut vraiment que on va prendre l'exemple encore d'une collectivité qui confie un marché à une association. Si l'association agit, l'activité principale de l'association, donc à 80% son chiffre d'affaires est constitué par les activités, les missions que lui confie la collectivité, on est dans le cadre, ça remplit la deuxième condition du in-house. Et la troisième condition, qui est importante également, qui fait un petit peu débat, c'est que la personne morale contrôlée, donc le potentiel candidat, ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de capitaux qui sont privés sans capacité de contrôle ou de blocage et qui sont requises par la loi. Donc, une personne morale, une collectivité décide de confier un marché à une société commerciale qui comporte des capitaux privés, par exemple une société coopérative. Voilà, il y a forcément des capitaux privés et de ce fait, on n'est pas dans le cadre de la quasi-régie en fait. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Donc, je vous ai fait un petit schéma qui a été dûment établi par la Direction des affaires juridiques de Bercy, que je trouve plutôt utile. Alors, le premier, vraiment la quasi-régie que vous connaissez tous, c'est le premier schéma. Donc, un pouvoir adjudicateur. Le petit trait rouge, ça signifie qu'il y a un lien de quasi-régie, enfin, il y a un contrôle, toutes les conditions sont remplies. Donc là, dans ce cas, on peut tout à fait conclure un contrat sans se soumettre aux dispositions de l'ordonnance. Il y a différents cas qui sont envisagés par l'ordonnance.
il y a l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le cas d'une collectivité qui veut confier un marché à une personne privée, mais cette personne est contrôlée, elle exerce majoritairement son activité pour le compte de la collectivité, et en plus elle n'a pas de capitaux privés en son sein. Eh bien, il est possible de conclure un contrat aussi librement dans l'autre sens. Donc l'ordonnance va assez loin, et encore plus loin avec les schémas suivants. Donc il peut y avoir même un intermédiaire entre les deux personnes, entre le pouvoir adjudicateur et entre le bénéficiaire final du marché. Et le quatrième schéma présente le cas aussi de 3 pouvoirs adjudicateurs qui décident ensemble, qui conjointement en fait ont un contrôle sur une personne morale. Et ben, ces 3 pouvoirs adjudicateurs peuvent individuellement conclure un contrat, un marché, sans se soumettre à l'ordonnance. Bon, ça c'est le 5e schéma, c'est le cas inverse, et le 6e schéma, c'est encore une extension de l'ordonnance. Là, on va assez loin. On a 2 personnes qui sont contrôlées par un pouvoir adjudicateur, donc on est encore dans le cadre des 3 conditions de la quasi-régie. Et alors l'ordonnance nous permet également de conclure un contrat entre ces 2 personnes sans se soumettre au marché. Voilà. Je précise que ce PowerPoint devrait être transmis voilà, si vous voulez plus de détails. Et bien entendu, on pourra en parler cet après-midi dans le cadre des échanges individuels. Je précise également que parfois on a des contrats mixtes, c'est-à-dire que des contrats qui portent à la fois sur des prestations qui sont dans le champ et qui sont hors champ de l'ordonnance. Dans ce cas, il suffit simplement de regarder si l'objet principal du contrat, on considère que c'est hors ordonnance, bah, du coup le contrat dans son ensemble est hors de l'ordonnance. Si ce n'est pas possible de déterminer quel est l'objet principal du contrat, dans ce cas-là, on applique l'ordonnance. Alors, donc une fois qu'on a défini les personnes qui étaient soumises à cette ordonnance, donc les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, on a défini le marché. Ensuite, il faut, si on rentre dans ce cadre, donc on doit passer un marché public selon des procédures qui sont fixées par l'ordonnance. Donc il y a 3 procédures, les procédures formalisées, la procédure adaptée et la procédure négociée. Les procédures formalisées, ce sont pour les marchés dont le besoin est estimé à plus de 209 000 € pour les marchés de fourniture ou de 5 225 000 € pour les marchés de travaux. Dans le cadre de ces procédures formalisées, il y a 3 types de procédures. Une procédure d'appel d'offres, donc ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur, c'est-à-dire le pouvoir adjudicateur, choisit l'offre économiquement la plus avantageuse et sans négociation, sur la base de critères objectifs qui sont préalablement établis et que les candidats connaissent bien entendu. Il y a la procédure concurrentielle, donc avec négociation par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché. Donc procédure concurrentielle. Et la procédure de dialogue compétitif, donc dans laquelle l'acheteur discute avec les candidats en vue de définir vraiment ou de développer des solutions de nature à répondre aux besoins. Donc c'est un peu une réponse type, une réponse spécifiquement adaptée au projet. Il y a vraiment un échange avec les candidats potentiels. Le deuxième type de procédure, donc la procédure adaptée, donc là c'est quand on se situe dans un marché dont le besoin est inférieur à 209 000 €. Et puis 5 225 000 € pour les marchés de travaux. Et il y a la procédure négociée. Donc ça, ce sont des cas qui sont visés dans le décret de 2016. Et notamment sont visés, donc il y a toute une liste, et sont visés en particulier les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur est inférieure à 25 000 €. Donc j'insiste sur ce point-là, parce que quand on dit, j'ai souvent des offices de tourisme qui me disent, moi, ça ne va pas me coûter plus de 25 000 €, donc c'est bon, je suis hors champ, etc. Non, vous êtes dans le champ. Vous restez dans le champ de l'ordonnance de 2015. Vous êtes obligé de répondre à toutes les obligations de l'ordonnance. En revanche,
vous vous placez dans une procédure simplifiée qui nécessite donc qui vous facilite la tâche. En fait, vous n'avez plus l'obligation de passer par une règle de publicité et par une mise en concurrence. Mais en revanche, vous êtes soumis au principe d'égalité, au principe de transparence. Donc tout le monde doit être informé des conditions dans lesquelles vous avez choisi votre co-contractant. Alors, donc j'en ai fini avec l'ordonnance de 2015 des marchés publics. Je passe à un deuxième point encore technique. Vous verrez après, c'est beaucoup plus simple. Donc là, sur la fiscalité. Alors, je rappelle qu'un principe, le principe de base, c'est qu'un organisme dont l'activité principale n'est pas lucrative n'est pas assujetti aux impôts commerciaux. Donc les impôts commerciaux, ce sont l'impôt sur les sociétés, la TVA et la cotisation économique territoriale, la contribution économique territoriale. Alors pour cela, pour vous expliquer toute la difficulté, en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on exerce une activité non lucrative. Donc je vous ai fait un beau schéma qui est proposé par l'administration fiscale, qu'on va reprendre ensemble. Alors, donc la première question qu'il faut se poser pour savoir si notre organisme est un organisme dont l'activité est non lucrative, il faut d'abord se demander si la gestion d'organisme est désintéressée. Qu'est-ce que ça veut dire si est-ce que mon organisme est géré de manière désintéressée? Donc là, je vous le précise juste avant. La notion de gestion désintéressée, c'est quoi? 3 critères qui sont posés par l'administration fiscale. Donc un organisme est géré de manière désintéressée si il est administré à titre de bénévole. Donc en gros, c'est le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Il n'y a aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices. Donc là, pour vous expliquer clairement, c'est une association quand elle se dissout. Bien entendu, les fonds qui restent, le boni de liquidation, il n'est pas distribué entre les membres de l'association. Bon, bah ça, c'est le principe de la non-lucrativité, voilà, la gestion des intéressés. Et enfin, le dernier point, c'est les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif. Donc c'est ce que je disais, en cas de dissolution d'une association, on ne distribue pas entre les membres. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'il y ait la gestion des intéressés, parce que ça veut dire vraiment que les personnes qui sont membres de la structure ne sont pas intéressées dans les revenus de l'activité de l'organisme. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que mon organisme est géré de manière désintéressée? Vous pouvez vous dire, dans la majorité des cas, bon, je ne détaille pas ce point-là, mais en gros, si on a un président qui est rémunéré comme il faut, enfin un salaire normal, il y a peu de chances qu'on soit dans une gestion désintéressée. Donc dans ce cas-là, notre analyse s'arrête puisque on va considérer que l'activité est lucrative et on est assujetti aux impôts commerciaux. Si on répond oui à la question, c'est-à-dire que si on regarde l'organisation de la structure, qu'elle est gérée de manière désintéressée, donc dirigeant bénévole, on se pose une deuxième question. Est-ce que l'organisme concurrence une entreprise? C'est-à-dire que nous sommes une association, on a créé, on gère un centre d'accueil, centre d'hébergement pour des familles en difficulté, enfin on fait de tourisme social, vraiment pour des familles qui ont des revenus qui sont très faibles. Est-ce que ce type d'activité est prise en charge par une société commerciale X ou Y? Donc est-ce que sur le marché concurrentiel, il existe ce type de structure? Alors, en fait, oui, il existe des sociétés qui accueillent des familles. Donc là, on pourrait se dire, il y a concurrence. Mais on passe à la troisième question. Est-ce que l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires? Et là, la réponse est non, puisque le produit que vous proposez, c'est-à-dire ce que vous vendez, c'est du tourisme pour des familles en difficulté sociale. Donc ça, c'est pas possible. Une société commerciale de base ne pourrait pas le faire.
avec en plus vous proposez un prix qui est dérisoire, bon après sur les autres points. Enfin voilà, les conditions dans lesquelles votre activité est exercée font que certes c'est une activité qui pourrait être prise en charge par une société commerciale, mais compte tenu du fait que c'est un public spécifique, donc c'est la notion de public, ensuite c'est un prix spécifique, puisque l'objectif c'est que ces familles en difficulté puissent pouvoir être hébergées. Ensuite, la publicité que vous faites autour, bon ça c'est une quatrième condition qui est examinée par l'administration fiscale, mais c'est pas indispensable. Elle regarde aussi la publicité qui est faite. Donc là, on peut en conclure que votre activité est non lucrative et dans ce cas, vous n'êtes pas assujetti aux impôts commerciaux. Donc j'insiste sur ce fait qu'il faut vraiment examiner les conditions de concurrence. Voilà, il peut y avoir une concurrence avec une autre association, mais dans ce cas, il n'y a pas du coup, il n'y a pas de concurrence et là, on n'a pas de difficulté. Mais vraiment, s'il existe une société commerciale qui exerce le même type d'activité, là, vous pouvez vous poser des questions et il faut analyser finement les conditions dans lesquelles vous exercez votre activité. Je précise, je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais donc ce schéma, il s'applique tant aux associations qu'aux établissements publics, industriels et commerciaux, aux EPIC. Alors, je passe à un point spécifique sur la TVA. L'administration fiscale a aussi développé une doctrine sur ce sujet. Donc, elle a considéré, elle a examiné en fait toutes les activités qui étaient exercées par les offices de tourisme. Et elle a pu voir... elle a pu distinguer trois types d'activités en fait. Donc il y a d'abord les activités qui sont liées purement et simplement à la mission de service public de l'office de tourisme. Donc accueil, information, promotion du tourisme. Ça, vous n'avez pas de doute, c'est hors champ de la TVA, vous ne prenez pas la tête, donc c'est bon. Donc c'est par exemple, vous diffusez un guide, une liste d'hébergement, vous diffusez une plaquette, un plan de la commune, du territoire, voilà. Ensuite, il y a un deuxième type d'activité, donc ce sont des opérations de vente de biens et de services. Alors là, on est dans le champ de la TVA malheureusement, puisque si on reprend le schéma que j'ai développé tout à l'heure, ce type d'activité peut être fait par des sociétés commerciales. Donc ce sont par exemple la vente de billets de spectacles, la vente de produits boutiques tout simplement. Ça, c'est du pur commercial, donc vous ne pourrez échapper à l'assujettissement à la TVA. Puis un troisième type d'activité. Donc là, ce sont les manifestations organisées par les offices de tourisme et l'exploitation d'installations touristiques. Alors là, l'administration fiscale distingue deux cas. Pour les associations, elle exonère ces opérations, toutes ces manifestations, l'exploitation d'installations touristiques, dès lors qu'on a respecté le schéma précédent, c'est-à-dire que vraiment on se situe dans une activité non lucrative, une gestion désintéressée, donc nos dirigeants ne sont pas rémunérés, qu'on n'est pas concurrentiel et que le marché normal ne pourrait pas répondre à ce type de besoin. S'agissant des EPIC, là, il n'y a pas d'assujettissement à la TVA si il n'y a pas de distorsion de concurrence. C'est-à-dire si vraiment il n'y a pas de concurrence sur le territoire, vous n'avez pas de questions à vous poser, on n'est pas assujetti à la TVA. Je précise simplement pour les EPIC que s'agissant des droits d'entrée perçus, par exemple pour l'exploitation d'un musée, l'administration considère que la non-concurrence est présumée. Par contre, la concurrence est présumée, pour le coup, quand on vous organise des visites guidées autre part que dans des musées ou des monuments historiques. Voilà. Alors, j'ai parlé de tous les points. Oui. Donc, maintenant, on va parler de la franchise des exonérations éventuelles en matière de TVA.
il existe une franchise qui est fixée par l'article 293B donc, du Code général des impôts. Cette franchise, elle distingue deux cas. Donc, le premier cas, c'est si l'Office de tourisme réalise un chiffre d'affaires uniquement s'agissant des prestations de services. Donc, vous notez bien, prestations de services. Donc, si ce chiffre d'affaires est inférieur à 32 900 €, vous êtes, en fait, vous êtes sous le seuil de la franchise, donc vous n'avez pas de TVA à payer, même si vous pouvez vous situer dans le champ. Ensuite, donc ça c'est pour les activités de prestation de services, hors vente à consommer sur place et prestation d'hébergement, donc ça vous notez bien. Donc là, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 32 900 €, il n'y a pas de TVA à payer. Deuxième cas, c'est dans le cadre des autres activités, y compris donc vente à consommer sur place et prestation d'hébergement. Là, le seuil est un peu plus élevé. Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 82 200 €, vous n'êtes pas redevable de la TVA. Donc ça, c'est de manière générale pour tous les offices de tourisme. Et il y a un cas particulier pour les offices de tourisme qui sont constitués sous forme d'associations. J'insiste bien, ce sont uniquement les associations. Il y a une franchise spécifique. Donc pour les associations dont la gestion est désintéressée, donc là je vous renvoie à ce que j'ai dit précédemment, dirigeants bénévoles, dont les activités sont non lucratives, ou du moins sont majoritairement non lucratives. Donc on peut avoir une petite activité. Et justement, donc, la petite partie d'activité qui est lucrative, mais dont le chiffre d'affaires, les recettes annuelles, n'excèdent pas 61 634 €, là, vous êtes exonéré de TVA. Donc, c'est spécifique aux associations. Donc, il est tout à fait possible qu'un office de tourisme soit constitué sous forme associative. Donc, je prends le cas d'un office de tourisme qui a la mission de service public d'office de tourisme, donc promotion, information. Donc mission de service public, ça c'est une activité non lucrative, on n'est pas dans le champ de la TVA. Mais l'office de tourisme a une petite activité boutique. Bon, eh bien si cette activité boutique ne génère pas plus de recettes annuelles plus que 61 634 €, vous n'êtes pas redevable de la TVA. Alors, passons, là vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, on passe aux conditions générales de vente. Alors, pourquoi? Parce que là, pareil, on a eu pas mal de questions sur ce point-là. Je vous rappelle simplement que vous êtes tous tenus, enfin, tous les offices de tourisme sont tenus, quand, dans leur bureau, quand ils vendent des prestations, n'importe laquelle, mais vraiment, j'insiste bien, n'importe laquelle, a une obligation d'information précontractuelle. Ça, c'est le Code de la consommation qui l'impose. Donc, je sais que c'est un peu contraignant, mais malheureusement, vous êtes obligé de fournir un minimum d'informations. Moi, je vous conseille juste mettre un petit panneau sur votre bureau ou afficher, avec vraiment les conditions dans lesquelles vous offrez vos produits. On n'est pas à l'abri d'une personne qui puisse contester les conditions dans lesquelles vous lui avez vendu un billet pour un musée et puis que finalement elle a annulé, mais c'était pas prévu dans vos conditions. Voilà, il faut vraiment éviter tout risque en proposant un minimum d'informations aux clients. Donc, dans les conditions générales de vente, il y a d'abord des informations sur l'office de tourisme, tout simplement. Donc, c'est-à-dire ses coordonnées, sa forme juridique, son numéro de TVA le cas échéant, son numéro de RCS le cas échéant, sa garantie financière, assurance responsabilité professionnelle. Sachant que pour les consommateurs, il y a vraiment une obligation d'information renforcée. C'est tout le code de la consommation. Les conditions générales de vente ne doivent pas non plus être abusives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas créé un déséquilibre vraiment important entre l'office de tourisme et le client. Et puis, l'office de tourisme doit informer donc sur le prix, les conditions particulières de la vente, de l'exécution des services. Il peut informer sur les conditions éventuelles de mise en œuvre d'une garantie. C'est-à-dire que si vous vendez un produit, il faut envisager le cas où le client peut se retourner vers vous parce que ça ne correspond pas à ce qu'il attendait. Bon,
Et puis, éventuellement informer sur l'existence d'un service après-vente. Bon, je ne sais pas si ça vraiment... Enfin, oui, si ça vous concerne tous. Mais... Les autres obligations envers les consommateurs, il y a certaines spécificités, bien sûr, à prendre en compte quand vous vendez des voyages. Là, on se place pleinement dans le code du tourisme. Donc, il y a un certain nombre d'articles à recopier qui doivent être transmis aux bénéficiaires. Il y a aussi les cas particuliers pour les offices de tourisme qui pourraient éventuellement être soumis à la loi Hoguet dans le cadre de la gestion immobilière. Il y a aussi des conditions spécifiques concernant les opérateurs de plateformes en ligne. Donc quand vous vendez des choses sur Internet, il y a des règles à respecter également, notamment la règle du double clic. Quand le consommateur accepte d'acheter un produit, il doit accepter 2 fois en fait. Êtes-vous sûr, vous avez une petite application qui vous permet de dire êtes-vous sûr, vous allez acheter une prestation, êtes-vous bien conscient que vous allez acheter et valider. Voilà. Le consommateur doit également être informé de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation. Et si jamais vous avez un doute sur les conditions dans lesquelles vous avez présenté vos conditions générales de vente, et notamment sur la question du prix, vous avez la possibilité de saisir la DGCCRF qui peut vous dire si ce que vous avez fait est juste ou ne l'est pas. Donc ça concerne, tout ce que j'ai évoqué là, c'est les relations entre l'office de tourisme et les consommateurs, donc les clients que vous avez couramment. Mais l'office de tourisme est également en contact avec des professionnels, tout simplement, les prestataires qui sont actifs sur le territoire. Là, pareil, on a une obligation préalable d'information et les co-contractants, les professionnels, doivent être informés avant la signature d'un contrat des conditions générales de vente de l'office de tourisme. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait de clauses abusives. Donc souvent, enfin souvent, je ne sais pas, non, mais il peut arriver par exemple qu'il y ait des clauses qui créent vraiment un déséquilibre entre les obligations de l'office de tourisme et du professionnel. Par exemple, l'office de tourisme va dire que il est impossible de rembourser les frais qui ont été engagés malgré la force majeure. Bon, bah, ça crée un déséquilibre. Voilà. Ces conditions générales de vente au bénéfice, donc là vraiment pour strictement les relations avec les professionnels, elles doivent contenir les informations sur le prix, sur le barème des prix, les réductions éventuelles, les délais et conditions de règlement, éventuellement le taux d'intérêt des pénalités. Je vous informe toutefois que si on omet, en fait, si on oublie de mentionner les conditions de règlement dans les conditions générales de vente ou à tout le moins dans le contrat, c'est sanctionné par une amende de 2 millions d'euros. Voilà, c'est pas négligeable. Donc faites attention quand même, ça peut faire mal. Voilà. Ensuite, donc, les conditions générales de vente adressées aux professionnels doivent comporter des informations sur les délais de règlement. Petit rappel donc sur ces délais de règlement, sauf disposition contraire, donc c'est 30 jours. Le principe c'est 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou la date d'exécution de la prestation. Il est possible de prévoir 60 jours, date de facture, ou éventuellement 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, et sous réserve que ça soit expressément stipulé dans le contrat. Donc pareil, hein, là aussi, un petit risque de 2 millions d'euros d'amende si vous ne mentionnez pas ces informations. Et puis, encore une fois, vous devez adapter aussi ces conditions générales de vente par rapport aux activités qui sont concernées. En fait. Il y a des dispositions spécifiques pour les contrats entre hôteliers et les plateformes de réservation en ligne, par exemple. Je vous suggère également d'ajouter des clauses concernant les droits d'auteur. Par exemple, quand vous concluez un partenariat avec une société d'édition qui va publier des photos,
vous faites attention à bien mentionner dans les conditions générales de vente que ces photos, elles ne sont pas libres de droit. Et donc là, vraiment, il faut faire attention, ou les droits d'auteur aussi, qui est responsable de l'écriture des textes. Donc ça, vraiment, ça doit être prévu dans les conditions générales de vente. Et puis, il y a aussi parfois des clauses qui sont insérées, des clauses de résolution de plein droit, c'est-à-dire que le contrat est rompu pour certaines raisons. Donc ça, c'est prévu dans le contrat, vous avez le droit de le mettre, bien entendu. Ça s'appelle une clause résolutoire, mais attention, cette clause résolutoire, elle est résolutoire de plein droit. Si vous dites bien qu'elle est résolutoire de plein droit, et ça veut dire que vous ne prévoyez pas une mise en demeure préalable. Donc c'est-à-dire que votre clause, elle doit dire en cas de non-respect des obligations par le concontractant, non-respect des obligations, sauf cas de force majeure, le contrat est rompu de plein droit. Point, et c'est tout. Et si vous mettez qu'il y a une mise en demeure préalable, il n'y a pas de résolution de plein droit. Donc il faut mettre une mise en demeure, ensuite il y a un échange, etc. Voilà. Donc j'en ai terminé sur les conditions générales de vente. Je vous invite encore une fois à être très vigilant sur cette obligation d'information précontractuelle. Je regarde l'heure juste pour que vous... C'est bon. Voilà. Si vous avez très très faim... alors, un petit point sur les bureaux d'information touristique. Je rappelle que les bureaux d'information touristique sont définis donc, par le Code de tourisme. Donc, je vous lis le texte. L'Office du tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. Donc, clairement, ces bureaux d'information touristique ne disposent pas de la personnalité morale, c'est vraiment un échelon déconcentré de l'Office de tourisme dont ils dépendent. Et puis bien entendu, l'Office de tourisme ne peut pas créer un bureau d'information en dehors de sa zone de compétence, ça ne fonctionne pas. Et donc, comme le bureau d'information est un échelon déconcentré de l'Office de tourisme, en fait, administrativement, c'est un établissement de l'Office de tourisme. Du coup, ne pas oublier de faire une déclaration au tribunal de commerce. Si jamais votre office de tourisme est soumis à l'obligation d'immatriculation au RCS, donc notamment les EPIC doivent être immatriculés au RCS, et bien le bureau d'information doit également être immatriculé. Alors en fait, il ne va pas être immatriculé, mais vous devez en informer le greffe. Vous remplissez un petit formulaire, le petit formulaire M2, et vous devez le transmettre. Donc ça, n'oubliez pas. Je rappelle un petit point d'actualité sur les bureaux d'information. Donc, à la suite des divers regroupements qui ont pu avoir lieu dans le cadre des lois NOTRe, MAPTAM, il faut bien noter que les bureaux, donc les exigences en matière d'accueil et d'accès à l'information devront être également respectées par le bureau d'information touristique. Et bon, il doit être respecté. Il y a une circulaire en fait de février 2017, donc la circulaire du 1er février 2017, qui explique que néanmoins on a un petit peu d'indulgence et les critères auxquels ils devront répondre sont un peu réduits. Voilà, donc c'est un petit tableau qui a été annexé à cette circulaire, donc ça c'est un peu moins contraignant. Voilà. Donc ça d'une manière générale, donc du coup notez bien que les bureaux d'information doivent respecter le classement auquel correspond leur office de tourisme de rattachement. S'agissant spécifiquement des stations classées, donc les services offerts également par les bureaux d'information touristique en termes d'accueil et d'accès à l'information doivent strictement correspondre aux exigences de classement qui sont fixées par la catégorie 1. Voilà. Et alors, pareil, la circulaire nous permet un petit aménagement en prévoyant un petit tableau spécifique aussi. Donc, il y a des critères simplifiés. Voilà. Et je précise également que, donc là, je dis, ça doit correspondre strictement. Bon, après, le contrôle, il est fait par le préfet. La circulaire dit bien en cas de besoin. Donc, bon. Notez qu'il faut, comme
notez qu'il faut respecter ces principes. Vous ne serez pas forcément contrôlé, mais il faut les respecter. Et c'est un petit peu simplifié grâce à cette circulaire. J'en termine avec un dernier point sur la taxe de séjour. Il y a eu encore des changements. Je m'intéresse particulièrement au point de la collecte de la taxe de séjour, parce que c'est une question qui m'a été souvent posée également. C'est qui peut collecter la taxe de séjour? Donc le principe, souvenez-vous bien, c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. C'est la commune qui est responsable de la perception de la taxe de séjour. Elle doit tout mettre en œuvre pour le recouvrement de cette taxe. Bon, je dis la commune, mais ça comprend bien évidemment aussi les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Donc ça, c'est le principe. Donc la taxe de séjour est collectée par le comptable public de la commune. La commune procède aussi au contrôle éventuellement des hébergeurs qui sont faits, donc les contrôles sont faits par le maire et par des agents qui sont commissionnés par lui, donc qui ont vraiment une mission spécifique en la matière. Il n'y a aucun texte, donc aussi bien la loi que les décrets, les arrêtés, que la dernière circulaire ou le guide pratique même qui a été récemment publié, qui prévoit qu'un office de tourisme puisse collecter la taxe de séjour. Il y a toujours des exceptions à la règle. C'est que il est possible, mais moi je ne le recommande pas, mais il est possible que des régisseurs puissent être chargés pour le compte de comptable public, donc pour le compte de la commune, du paiement et de la dépense, des dépenses et de l'encaissement de recettes. Donc ça, c'est une dérogation au principe général qui confie au seul comptable public la capacité de recouvrir les recettes d'une commune. Alors, du coup, si on s'intègre, si on rentre dans le cadre de cette exception, si on a envie de rentrer dans le cadre de cette exception, la solution, ce serait pour la commune de décider de la création d'une régie de recettes ou d'avance, et ça permettrait du coup de collecter la taxe de séjour au sein de l'office de tourisme. Attention, toutefois, une régie de recettes, donc c'est une mode de gestion publique, donc ça ne s'applique pas aux associations. Les offices de tourisme qui sont constitués sous forme associative ne peuvent pas gérer, ne peuvent pas collecter la taxe de séjour, ça c'est sûr. Voilà, je vous indique qu'il existe cette possibilité parce que j'ai vu que des offices de tourisme le faisaient. Néanmoins, je ne le recommande pas. Voilà. Un petit point s'agissant de la taxe de séjour sur les plateformes Internet. Les plateformes Internet, donc, comme tous les hébergeurs, elles sont tenues de collecter la taxe de séjour. Vous avez dû le voir peut-être. Elles sont aussi désormais, les plateformes sont tenues d'informer les personnes qui mettent à disposition leur hébergement les obligations sociales et fiscales. Donc chaque année, là, donc, il y a un décret récent là, de février 2017 donc, qui impose aux plateformes Internet, chaque année, de transmettre aux personnes qui mettent à disposition leur logement un état des lieux en fait, des locations que les personnes ont faites, le nombre de locations, le prix qu'elles ont encaissé, que les personnes ont encaissé. Voilà, c'est un petit point. Et c'est assez important, ça permet aussi de responsabiliser un peu les personnes qui mettent à disposition leur hébergement. Et puis les communes peuvent aussi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent aussi collecter la taxe de séjour grâce à ces plateformes. Je précise également donc, la loi de 7 octobre 2016 sur la République numérique a prévu la possibilité pour les communes qui sont situées en zone tendue, s'agissant de l'hébergement, de mettre en place une procédure d'enregistrement par téléservice de toutes les locations meublées touristiques sur leur territoire. C'est une possibilité, ce n'est pas obligatoire. Donc Paris l'a fait, a pris une délibération en ce sens, par exemple. Et puis c'est spécifiquement pour les communes qui sont situées en zone tendue. Et cette loi prévoit également l'obligation pour les plateformes de suspendre toute annonce de location d'une résidence principale
donc logement ou entier ou chambre. Donc toute annonce de location qui dépasserait un nombre de jours de location de 120 jours par an. La plateforme doit donc suspendre la possibilité pour l'hébergeur de mettre à disposition son bien. Voilà, je vous remercie beaucoup.